On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Marc Semo, collaborateur à l'hebdomadaire Challenge et au journal Le Monde. Bonjour Marc. Bonjour. Et notre chroniqueur international ici à France 24, Gauthier Ribinski. Bonjour Gauthier. Au sommaire, cette décision spectaculaire de Donald Trump sur la Syrie. Le président américain en tournée dans le Golfe lève les sanctions américaines sur Damas et vante les mérites du nouveau leader syrien, un ancien djihadiste qu'il a rencontré dans la matinée à Riyad. Donald Trump qui continue de souffler le chaud et le froid sur une présence demain à Istanbul. Russes et Ukrainiens sont attendus pour leur premier pourparlers direct en 3 ans. Vladimir Poutine, surtout lui, fait planer le doute. Pour l'heure, il n'est pas du voyage. C'est tout de suite l'essentiel. On va plus loin. Il est à la tête d'une organisation toujours considérée comme terroriste aux États-Unis. Pourtant, Ahmed al-Shara est l'objet de tous les louanges de la part de Donald Trump. Le président américain a rencontré pour la première fois aujourd'hui l'homme qui a chassé Bachar al-Assad du pouvoir en Syrie. Et il ne tarit pas d'éloges. Écoutez. C'est un nouveau départ dans les relations américano-syriennes. Une première rencontre depuis 25 ans, sous les yeux du Saoudien Mohammed Ben Salman. Le président turc Erdogan était aussi présent par vidéoconférence, lui qui aurait joué un rôle dans cette entrevue. Comme vous le savez, nous sommes en train d'explorer et de normaliser les relations avec le nouveau gouvernement syrien. Après avoir discuté de la situation avec le prince héritier saoudien et le président turc, j'ordonne également la cessation des sanctions contre la Syrie afin de lui permettre de prendre un nouveau départ. Cela leur donne une opportunité de grandeur. Les sanctions étaient vraiment paralysantes, très puissantes. Pendant une trentaine de minutes, ils ont notamment abordé le sujet de la lutte contre le terrorisme. Le président américain a aussi exhorté le dirigeant syrien à normaliser les liens avec Israël et se dit confiant pour le futur des accords d'Abraham. Après l'annonce de mardi soir, le cours de la livre syrienne a pris en valeur, ce qui devrait encourager les investisseurs à revenir dans le pays. Les prix ont chuté de 25%, donc l'effet était direct. Mais le chemin est encore long. Et tout ça, ce n'est pas de la charité vis-à-vis des Syriens, c'est plutôt des opportunités pour les investisseurs qui se placent déjà. Et les investissements des pays du Golfe sont primordiaux, ne serait-ce que pour payer les salaires de l'administration syrienne, pour la sécurité, la police, former l'armée, etc., etc. Depuis le renversement de Bachar al-Assad, Ahmed al-Shara tente d'unifier une Syrie éclatée par plus d'une décennie de guerre civile. Un objectif soutenu par l'Occident. La semaine dernière, le dirigeant syrien s'était rendu pour la première fois en Europe pour rencontrer Emmanuel Macron. Le président français avait plaidé pour une levée des sanctions européennes dès juin et avait appelé les États-Unis à en faire autant. Et je vous le disais, donc Donald Trump ne tarit pas d'éloges après sa rencontre avec le dirigeant syrien Ahmed al-Shara. Écoutez-le, c'était dans l'avion. Super, super. Je pense que c'est un très bon gars, jeune et séduisant. Un dur à cuire. Un passé violent, un passé très dur, un combattant. Il a une vraie chance d'y arriver. J'ai parlé au président Erdogan, avec qui je suis très ami. Il pense qu'il a une chance. C'est un pays déchiré. Pensez-vous que la Syrie adhérera aux accords d'Abraham ? Oui, je pense qu'ils doivent d'abord se redresser. Je leur ai dit, j'espère que vous allez en faire partie. Et il a dit oui, mais ils ont beaucoup de travail à faire. Marc Semo, c'est la venue à Paris d'Ahmed al-Shara la semaine dernière qui a convaincu Donald Trump de la nécessité de ce rapprochement ? Non. Enfin, peut-être, ça a peut-être joué, mais je pense qu'il y avait cette dynamique propre. Deux leaders auxquels il est très lié personnellement, qui sont d'un côté Mohammed Ben Salman en Arabie Saoudite et Recep Tayyip Erdogan. Là, il disait, mon ami Recep Tayyip Erdogan, sont d'une manière ou d'une autre les tuteurs, voire les mentors d'al-Shara. Et ils ont évidemment fait pression les uns comme les autres pour cette levée des sanctions pour la Syrie, ce qui est effectivement un geste fondamental, c'est leur donner une chance, ce qui est normal. Là où la chose va encore plus loin, c'est effectivement cette rencontre directe, parce que symboliquement parlant, voir un président américain serrer la main d'un ancien dirigeant d'Al-Qaïda responsable des attentats du 11 septembre a quand même quelque chose de surréel, et surtout de l'entendre dire dans l'avion, mais ça a été un combattant qui a connu des épreuves dures, etc. Mais au niveau du pragmatisme politique, il a entièrement raison. Et ce qui est quand même impressionnant dans cette tournée que Donald Trump fait dans le Golfe, c'est d'abord évidemment le business, mais c'est aussi malgré tout en creux quand même beaucoup
de politique, parce que il ne va pas en Israël, ce qui fait sens, je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Il ne va pas non plus au Caire ou à Amman, qui sont les deux autres pays qui bénéficient de l'aide américaine. Il est dans le Golfe, notamment en Arabie Saoudite, mais sa vision, c'est quand même celle d'un nouveau Moyen-Orient qui est très différent de celui des néoconservateurs. Mais voilà, c'est vers ça qu'il se dessine, et d'où l'importance accordée à l'Arabie Saoudite, qui actuellement est en train de s'affirmer comme la première nation arabe. Oui, un Donald Trump qui loue un homme jeune et séduisant, la personne du dirigeant syrien par intérim. C'est aussi une preuve de l'habileté d'Ahmed al-Shara qui a su séduire le président américain, Gauthier Rybinski. Si on revient à la manière dont al-Shara et ses troupes ont conquis Damas... Oui. Vous vous souvenez que finalement on a eu l'impression, ou même la certitude, que tout ça s'était passé avec une facilité pour ces troupes-là assez étonnante. Est-ce que ça veut dire que, vous citiez tout à l'heure les mentors ou les parrains de al-Shara, il me semble à peu près certain qu'il a bénéficié au fond d'une complaisance, d'une connivence, et qu'aujourd'hui, dans cette séquence qui est effectivement très favorable, qui lui est très favorable, il y a toujours probablement la conviction, et Trump le dit lui-même, que Erdogan, par exemple, a fait passer chez le président américain, selon laquelle l'homme est tout à fait fiable. On est aussi, si vous voulez, si vous me permettez, dans la même posture un peu que la France l'a été, par exemple, aussi bien avec le Maghreb que l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que l'obsession, c'est la stabilité, et que, effectivement, aujourd'hui, soyons clairs, il n'y a pas d'alternative à al-Shara en Syrie. Mais la question qui se pose, c'est supposons que les choses se passent plutôt bien pendant 1 an, 2 ans, mais qu'ensuite, il y a un tour de vis. Là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, vous aurez encore un certain nombre de personnes qui diront il faut jouer la stabilité. On va jouer la stabilité, et on voit à la fin à quoi ça revient. Est-ce qu'il n'est pas un peu tôt pour s'inquiéter d'une dérive autoritaire qui n'a pas encore eu lieu, si ce n'est effectivement des heurts interconfessionnels? Oui, c'est vrai, mais alors à ce moment-là... les heurts confessionnels, vous avez raison, mais il y a aussi l'idée que en quoi une organisation djihadiste, ou alors il faut qu'elle soit achetée ou rachetée, a-t-elle intérêt à se fondre en plus dans une sorte de bon commerce avec les États-Unis, qui sont quand même l'incarnation de la décadence et de l'anti-authenticité arabe ou musulmane. Donc pourquoi y aurait-il cela si il n'y avait pas le pari qu'au fond le pouvoir de cette nouvelle administration, on va dire entre guillemets syrienne, pouvait durer, pouvait s'installer, parce que justement elle a des choses à faire valoir. Elle peut très bien dire c'est moi ou le chaos, c'est moi ou le terrorisme. Oui. Mais le problème d'al-Shara, c'est qu'il reste, malgré tout, c'est à la fois l'homme fort de la Syrie, mais son système de pouvoir reste très faible. Son nombre de combattants est très faible. C'est le régime qui a implosé. Oui. Et le vrai problème qu'il a est là. C'est-à-dire les massacres de l'Alaouite, les pressions sur les minorités. Ce n'est pas tant le fait du pouvoir et de l'arrogance ou de la puissance de ce pouvoir que de son impuissance. C'est-à-dire, il n'est pas capable des factions qui lui échappent. Il n'est pas capable de garantir, d'avoir ce monopole de la force qui est la base même du pouvoir étatique. Donc c'est ça qui est compliqué. Donc le pari de dire on va donner à al-Shara les moyens de ça me semble plus que logique. D'autant que l'homme a montré qu'il était assez intelligent. L'évolution avait commencé bien avant qu'il ne conquiert Damas. Il avait réussi à faire d'Idlib, où effectivement c'était un groupe où il est arrivé d'abord en tant qu'Al-Qaïda, ensuite d'Al-Qaïda il a fait un groupe djihadiste national, donc qui n'avait plus de vocation à faire le djihad mondial. Et ensuite, à Idlib, qui était sa capitale, le régime a beaucoup évolué. Il a respecté les minorités, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de faits concrets sur lesquels on peut s'appuyer pour dire que peut-être ça peut être une solution. Parce qu'ensuite, voilà, qui d'autre? Je ne dis pas le contraire, je dis simplement qu'il faudra voir à l'exercice, à l'usage, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, ce qu'il advient de cela. Et qu'on est en train, mais vous avez raison, on ne peut pas faire autrement dans l'immédiat, mais on est en train de réitérer ce type de paris qui aboutissent
alors après X années, à des choses absolument inexplicables. Le précédent auquel on pense tous, c'était Naufle-le-Château avec l'imam Khomeini, que la France avait accueilli et avait renvoyé en Iran comme espoir de libération après la terrible dictature du Shah, qui rétrospectivement semblait quasiment un régime de bisounours par rapport à ce qu'a été la terreur du islamiste. Là, pour le moment, ce n'est pas ça, même s'il y a un certain nombre de signaux inquiétants, parce qu'on voit aussi, alors là aussi, c'est pas le fait du régime, une espèce de pression d'en bas, à la fois pour les vengeances, mais aussi pour imposer un islam toujours plus radical sunnite. Ahmed al-Shara qui doit son pouvoir en partie à l'affaiblissement du Hezbollah, des alliés de l'Iran en Syrie, dû à l'offensive israélienne. Or, précisément, Donald Trump l'assure, aujourd'hui, Ahmed al-Shara serait prêt, pour prix de la levée des sanctions américaines, à normaliser ses relations avec Israël, avec qui la Syrie, rappelons-le, est officiellement en guerre depuis 1948. Enfin, Gauthier, n'est-ce pas plutôt Israël qu'il faut convaincre quand on voit les bombardements qu'effectue régulièrement Tsahal sur la Syrie dernièrement? Les deux. On voit bien l'intérêt pour Ahmed al-Shara aujourd'hui, à défaut de normaliser, en tout cas d'arriver à une paix des braves ou à un conflit gelé avec Israël. Mais clairement, Israël ne semble pas en avoir ni l'envie ni l'intérêt. C'est vrai, mais vous voyez, suite à ce que dit Marc à propos des sunnites, justement, qui sont dans cette pression sur al-Shara, je le vois mal lui-même, à moins de mettre en péril le peu de pouvoir qu'il a, se décider à franchir ce pas. Sur la partie israélienne, oui, il y a, si vous voulez, l'idée, et ça serait contradictoire par rapport à la doxa de Netanyahou. La doxa de Netanyahou, c'est de dire et de tout faire pour prouver qu'on ne peut pas parler avec les Arabes. Et c'est aussi clair que ça, puisque c'est le discours de Ben Gvir, etc. C'est de dire, il n'est pas possible de parler avec eux, donc pas d'État palestinien, donc il faut, notamment à propos de Gaza, il faut les On parle bien à l'Égypte et à la Jordanie. Oui, c'est vrai. On parle bien à l'Égypte et à la Jordanie, mais parce qu'il y a aussi cet état de paix, ces traités. Bon, je ne suis pas persuadé que la classe politique israélienne actuelle au pouvoir les approuve, mais enfin, ça fait peut-être un ennemi au sens militaire du terme, en moins. Donc on ne peut pas bouder cet avantage-là en Israël. Mais malgré tout, l'idée que éventuellement un pays comme la Syrie, avec ce type de personnage à sa tête, puisse reconnaître ou favoriser des liens directs avec Israël, c'est même pour Israël quelque chose d'extrêmement gênant. En tout cas dans la trajectoire d'un Netanyahou. Vous imaginez cette normalisation dont parle Donald Trump, Oui, absolument. Mais le problème, c'est que pour les dirigeants israéliens, je pense qu'il y a l'idée de revenir au vieux projet français de l'État des Alaouites, des Druzes et des musulmans, qui était le projet français au début du mandat sur la Syrie, après la Première Guerre mondiale, où les Français avaient déjà fait des cartes. Une partition, en fait, de la Syrie. Oui, enfin, une partition dans le meilleur, ou une fédéralisation de la Syrie, en trois ensembles dominés chacun ethniquement ou confessionnellement, ce qui n'a pas marché en Irak, parce que c'est de fait la fédération irakienne, c'est devenu ça, ce qui serait probablement une catastrophe aussi en Syrie. Mais on peut craindre qu'on voit agir les Israéliens, notamment quand ils disent, voilà, on bombarde et on intervient pour protéger les Druzes. Ensuite, le grand-père de Bachar el-Assad, le père de Hafez, qui était un leader alaouite donc de l'entre-deux-guerres, avait des mots extrêmement élogieux au titre de toutes les minorités, notamment sur les Juifs. Les Alaouites étaient tout sauf les fanatiques qu'est devenu ce pouvoir après. Oui. Donc voilà, donc on peut imaginer que chez les Israéliens il y a ça, parce que l'idée, c'est évidemment moins il y a d'États arabes puissants aux frontières, mieux c'est. Et c'est du pur cynisme géopolitique. Alors, de fait, et juste un mois, aujourd'hui dans le monde arabe, à part l'Arabie Saoudite, il n'y a que des États faillis ou virtuellement faillis, type l'Égypte. Et l'État de l'Arabie Saoudite, à part sa résilience économique, on peut aussi se demander... Non. Ah non, quand même. Enfin bon. Un mot tout de même de ce rapprochement qui se dessine donc entre Syrie et États-Unis. Ahmed al-Shara ira jusqu'où avec Washington, sachant qu'on le sait, il mène aussi des négociations en sous-main avec Moscou. Gauthier Rybinski. Oui, alors, ça avec Moscou, c'est intéressant parce que vous vous souvenez, justement, quand al-Shara est arrivé au pouvoir, on a dit, voilà, c'est une défaite pour Moscou, qui a dû se retirer, qui a dû... Bon.
Moi, j'ai jamais cru à ça. Je pense que Moscou a laissé tomber Bachar al-Assad parce que c'était vraiment une planche pourrie, comme on dit entre tout en lui offrant un sauf-conduit vers Moscou. Voilà, avec un sauf-conduit pour pouvoir regarder tranquillement la télé à Moscou dans un appartement, mais de miser sur la suite en attendant de voir qui constitue ce nouveau pouvoir, et surtout, à mon avis, non pas de laisser tomber son influence, mais de voir si la nouvelle équipe est suffisamment solide, parce que la déception pour Moscou, c'est de s'être dit, on a sauvé ce type-là plusieurs fois, et au fond, on l'a même remis en selle auprès de la Ligue arabe, et au fond, il ne donne pas satisfaction, c'est-à-dire qu'il n'est pas à la hauteur de ce en tout cas, de ce que les Russes voulaient qu'il soit. Donc là, il y a... vous parliez des États-Unis, bien sûr, mais des négociations avec Moscou. Je pense, si vous voulez, c'est ça peut-être la bouée de sauvetage aussi pour Al-Shara, c'est de dire je ne mets pas tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire que même s'il y a les États-Unis, y compris par rapport à l'opinion, entre guillemets, syrienne, je peux prouver qu'on n'a pas abandonné un certain nombre de vieilles traditions, avec quand même un bémol, c'est qu'un certain nombre de Syriens savent très bien le rôle qui a été celui de Moscou au plus fort de la répression de Bachar. Marc Semo. Oui, et en plus, il joue de le balancier. On est quand même à l'époque des diplomaties transactionnelles. Donc voilà, il joue un peu de l'un et de l'autre. Par ailleurs, je voudrais juste rappeler que MBS, que les dirigeants, c'est que le prince héritier saoudien, a aussi eu de bonnes relations et a de bonnes relations avec Moscou, ce qui là aussi est un basculement, parce qu'on est, pour reprendre l'expression de Bertrand Badi, à l'heure du pluriamour diplomatique où, bon, ok, il y a un partenaire fondamental, mais on peut en avoir d'autres. Donc voilà, là on est en plein pragmatisme, mais compte tenu de ces mentors-tuteurs saoudiens et turcs, je pense malgré tout que la Syrie d'Al-Shara ira... dans ce sens-là. Justement, la Turquie, Recep Tayyip Erdogan était présent lors de cette entrevue par visioconférence. Par vidéo. Comme MBS, Recep Tayyip Erdogan a une réelle influence sur Donald Trump? En tout cas, c'est revendiqué des deux côtés un lien excellent. Ouais. Et en plus, on le voyait, on a vu beaucoup d'images là-dessus, Recep Tayyip Erdogan des excellentes relations avec Elon Musk, ce qui est bizarre, mais c'est comme ça. Donc voilà, mais là aussi, ça n'a rien d'étonnant, parce que Trump n'est pas pro ou anti qui que ce soit. Trump raisonne de façon transactionnelle, même le blanc-seing donné à Israël, sur le court terme et sur la puissance, et notamment la puissance financière. Ouais. Donc de ce point de vue, l'Arabie Saoudite, même si économiquement c'est plus que c'était et que leur grand projet type Neom passe d'une ville de 150 km à une ville de 4 km, ou la Turquie, qui là aussi est en mauvaise posture économique, sont quand même des puissances locales, les seules dans la région. Voilà, donc ils jouent à fond cette carte, et c'est tout à fait logique. Dans sa logique à lui. Malgré Israël, malgré le soutien conditionnel à Israël dans l'offensive à Gaza, voilà, on sait que Recep Tayyip Erdogan y est foncièrement hostile. Bien sûr. Mais Trump y est aussi fondamentalement hostile. C'est pas du tout un soutien. Le plan pour Gaza des Américains, c'est pas celui, on l'imagine, de Recep Tayyip Erdogan. Oui, mais c'est pas celui non plus du tout de Netanyahou. C'est ça le problème pour aujourd'hui, pour Netanyahou, parce qu'on est arrivé à un moment où, sur un certain nombre de faits, quand même très marquants, l'accord avec les Houthis, donc les bateaux américains occidentaux ne seront plus ciblés en mer Rouge, mais les Israéliens continueront à l'être. L'accord sur le nucléaire dans les Israéliens, la reprise des négociations n'était même pas au courant. La libération de l'otage israélo-américain avec une discussion directe avec le Hamas, etc., etc., etc. Il y a quand même beaucoup de contentieux qui s'ajoutent les uns aux autres. Et dernier point, il ne faut pas oublier que dans l'histoire, ce sont les administrations républicaines, à chaque fois, qui ont tordu le bras aux autorités israéliennes, jamais les démocrates. Oui, simplement, d'un mot, quand vous dites tout à l'heure que Trump n'est pas pour ou contre qui que ce soit, je trouve qu'il y a quand même une cohérence assez grande parmi les interlocuteurs qu'il choisit de séduire, ou qu'il choisit en quelque sorte, non pas de soudoyer, mais auquel il graisse la patte. Il y a quelque chose quand même qui relève d'une cohérence politique, par intérêt peut-être, mais enfin on le voit mal justement s'intéresser à un certain nombre de dirigeants ou démocrates ou autres, enfin qui seraient dans un esprit plus de démocratie, comme on les appelle, libéral. Par rapport à ce que vous disiez sur Israël, je me demande si Trump n'est pas un petit peu comme dans l'affaire ukrainienne, en disant écoutez, moi je fais ce qu'il faut et je suis persuadé qu'avec 2 coups de baguette magique tout va mieux. Si vous êtes récalcitrant, je fais comme en Ukraine, je dis on a d'autres priorités
et on va voir ailleurs. Alors évidemment, c'est un peu plus compliqué avec Israël, c'est aussi un peu plus compliqué avec cet électorat prétendument captifs, et puis surtout les chrétiens évangéliques qui se disent dans une espèce de représentation historique infantile, puisque les Juifs étaient avant nous, il faut les favoriser. Mais l'idée de Trump qui consiste à dire « vous acceptez ce que je propose, ou bien je m'en vais voir ailleurs », alors évidemment, il n'irait pas voir ailleurs complètement, c'est-à-dire qu'avant que Trump renonce à soutenir, à armer Israël, il y a un boulevard. Mais cette idée de laisser un peu le bec dans l'eau des soutiens, ce que je rappelais hier, Trump a des alliés, et les autres sont alliés. Mais ça n'est pas un allié, lui, d'Israël, au sens où il dépendrait de quelque façon que ce soit. On évoquait la Turquie à l'instant. Elle accueillera demain, jeudi, des pourparlers directs entre Russes et Ukrainiens, les premiers en 3 ans. Donald Trump n'a d'ailleurs pas totalement exclu de s'y rendre, ce qui ajouterait un cran de pression supplémentaire sur Vladimir Poutine, dont la présence n'est toujours pas confirmée à Istanbul. Et alors que Marco Rubio, lui, est sur le chemin, il vient d'arriver en Italie avant de se rendre donc demain, lui, en Turquie. Il est arrivé en Turquie, pardonnez-moi, sur le sol turc. Vous le voyez sur ces images. On va écouter ce que disait Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, à propos de la venue éventuelle de Vladimir Poutine. C'était aujourd'hui. J'attends la confirmation de la personne qui représentera la Russie. Nous déterminerons ensuite les mesures que l'Ukraine devra prendre. Leurs messages dans les médias ne sont pas encore convaincants. Mais nous entendons dire que le président Trump envisage de participer à la réunion en Turquie. Cela pourrait constituer un argument de poids. Bon, voilà, c'est ce qui s'appelle un billard à 3 bandes. En gros, si Trump vient, ça renforce les chances de voir Poutine demain à Istanbul. Vous y croyez, Marc Semo ? Je ne sais pas, et je ne vais pas rentrer, probablement non, mais on ne sait jamais. Là, on est dans la poule et l'œuf. Trump viendra si Poutine vient, comme ça il pourra avoir la photo. Voilà. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est que c'était comme un vrai coup très bien joué par Volodymyr Zelensky. C'est-à-dire, ça commence avec les 4 Français, Anglais, Allemands et Polonais qui, à Kiev, annoncent, exigent ce cessez-le-feu ultimatum sur 30 jours, etc. Poutine qui botte en touche en disant « Non, moi je suis prêt à ce qu'il y ait des négociations directes à Istanbul ». Et à ce moment-là, Zelensky saisit la balle au bond et dit « J'irai ». Et donc un face-à-face entre 2 présidents. Alors, il faut un certain courage politique. C'est pas évident d'être dans la même pièce, même s'il ne serrera pas la main de celui qui est le bourreau de son peuple. Il a quand même tué beaucoup d'Ukrainiens, sans même parler des atrocités type Boutcha et autres. Ça met Poutine en difficulté, parce que Poutine déjà considère que Zelensky était légitime. Donc le simple fait pour lui de rencontrer Zelensky, c'est une humiliation. Il doit ravaler, il doit ravaler son orgueil. Oui. Donc là-dessus, Zelensky a très bien joué, parce que toute sa stratégie est de montrer que lui n'est pas un obstacle à la paix, et que Poutine ment sur ses réelles intentions, et que Poutine ne veut pas la fin de la guerre. Or là, effectivement, si Poutine ne vient pas, s'il est le seul qui ne vient pas, puisqu'il y aura Zelensky, Recep Tayyip Erdogan est ravi de jouer les médiateurs, Trump a même dit qu'il est prêt à venir, dans ces cas-là, c'est Poutine, the bad guy, le mauvais gars. Donc c'est plutôt très bien joué dans cette espèce de grande partie de poker menteur autour de ce début des négociations de la part de Zelensky. Et là, il faut saluer aussi l'œuvre, malgré tout, d'Emmanuel Macron, qui non seulement a été persévérant, mais a bien conseillé aussi Zelensky. Oui. Et on s'aperçoit qu'il y a vraiment un basculement de la position des Américains. Le plan qu'ils évoquent va présenter Kate Kellogg, qui était l'émissaire pour l'Ukraine, qui revient en cours, parce qu'il était jugé trop pro-ukrainien, et globalement, le plan présenté par les Européens. Gauthier Rybinski, non seulement pour l'heure, il n'y a pas de Vladimir Poutine, mais il n'y a même pas de Sergueï Lavrov. C'est dire à quel point les Russes considèrent que cette réunion n'est pas finalement digne du plus haut niveau de négociation et donc ils ne font d'aucun espoir en vérité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le discours classique du Kremlin vis-à-vis de l'Ukraine, c'est de dire que cette
direction n'est pas illégitime. Elle est illégitime. Alors là, voilà, par l'artefact que on signalait, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'élection, donc Zelensky n'est pas légitime, parce que, alors évidemment, des élections en temps de guerre avec une partie du territoire qui n'est pas disponible, la riposte, la réplique pourrait être, et la Russie, depuis combien de temps a-t-elle un président illégitime? Mais puisque cette direction était disqualifiée d'emblée, puisqu'il s'agissait d'une clique néo-nazie, il est très difficile de dire on va les rencontrer. Et puis surtout, en plus, ce que disait Marc, c'est que les rencontrer, ça veut dire finalement on répond à l'invitation de Zelensky. C'est-à-dire qu'on est à la traîne. On est à la traîne et on répond à quelque chose, alors que l'avantage de Poutine, et on l'a vu sur le plan militaire, c'était de dire oula, travaillons sur le long terme, on va voir ce que ça peut donner. Et donc, de ce fait-là, oui, c'est vrai qu'il y a un rétablissement de Zelensky qui est assez spectaculaire, d'autant qu'on l'avait donné, atomisé après l'épisode du bureau ovale. Et entre-temps, il y a eu le Vatican, hein. Il y a eu la rencontre aux obsèques. Voilà. Oui, mais il y a eu plein de choses. Il y a eu l'accord sur les minerais, il y a eu plein de choses. Voilà. Mais il a rétabli sa position. C'est quand même stupéfiant. L'accord sur les minerais n'est pas si défavorable à l'Ukraine que ça. Donc, en plus, il se présente, et c'est ça, je crois, son avantage, à Trump en disant, mais voyez, moi, je suis prêt à agir, à tenter des choses. C'est l'autre vieux, là-bas, à Moscou, qui en est incapable. Donc, il y a, au-delà de la psychologie des uns des autres, parce qu'on disait, oui, vous disiez, c'est un billard à 3 bandes, et il y a des égos là-dedans, dans ce billard-là. Il y a simplement... D'un mot, je voudrais dire qu'il y a quelque chose qui me semble dangereux dans ce processus, mais là encore, y a-t-il une alternative? C'est qu'on soit tellement content d'un résultat. Et évidemment, on ne veut pas bouder un morceau de paix, mais qu'on soit tellement content qu'on en oublie le reste. Et le fondement de cette guerre, il est bien plus important pour l'avenir de l'Europe que simplement une affaire de conclure un cessez-le-feu ou un... Mais en plus, même s'il y a une rencontre entre Poutine et Zelensky, ce qui est quand même peu probable, où des négociations commencent, ça ne résout rien, ça sera très long. Oui. On en parle souvent, mais la guerre de Corée nous enseigne que ça a duré 2 ans, c'est là qu'il y a eu les pires batailles, et ça n'a été possible que parce qu'il y a eu la mort de Staline. Donc là, on rentre dans un processus qui risque d'être assez similaire, et c'est pas parce qu'il y aura eu des délégations qui commencent à parler, les positions sont totalement aux antipodes. Oui. La Russie... Et Poutine n'a cédé sur rien, ni sur la dénazification, entre guillemets, la démilitarisation, la neutralisation de l'Ukraine. Et en plus, il veut que l'OTAN revienne à ses frontières de 1997, avant l'intégration des pays de l'Est. Ouais. Donc, si vous mettez tout ça sur la table, on est quand même assez loin d'arriver à trouver l'espace d'un compromis. Et début de réponse demain, peut-être, si Vladimir Poutine fait le déplacement. Ça reste à voir. Merci. Marc Semo, Gauthier Rybinski. On va plus loin, c'est terminé. L'essentiel continue. Retour dans 3 minutes. Balade culturelle présentée par Valérie Fayolle. Rencontre. On va vivre ensemble un Paris des arts magiques. Découverte. Partage. Disons qu'on fait partie des voix du monde. J'ai toujours aimé le cabaret. J'ai toujours aimé la franche tricherie du déguisement. Qu'ils soient musiciens, écrivains, peintres ou encore acteurs, tous les artistes sont à l'honneur dans le Paris des Arts. Moi aussi. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur france24.com. Prenez soin de votre santé et de l'environnement en regardant la météo avec le groupe Vive. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.